1900, les activités humaines ont provoqué un réchauffement global d'environ 1 degré. Les effets sont déjà visibles, en particulier par l'intensification d'événements extrêmes comme les vagues de chaleur ou les pluies torrentielles. Et ça affecte les écosystèmes, les modes de vie et les populations dans la plupart des régions du monde. Au rythme du réchauffement actuel, 0,2 degrés tous les 10 ans, nous entrerons dans un monde 1,5 degré plus chaud entre environ 2030 et 2050. Donc ce n'est pas quelque chose pour les générations futures, c'est le monde de vos enfants, de vos petits-enfants, ça vient très vite. Et enfin, si on arrêtait aujourd'hui d'émettre des gaz à effet de serre, des particules de pollution et changer l'usage des terres, le changement climatique continuerait, mais pas jusqu'à atteindre 1,5 degré ou le dépasser. La montée du niveau des mers continuera de toute manière parce que les glaciers vont continuer à s'équilibrer même au climat d'aujourd'hui et le réchauffement des océans se poursuivra en profondeur. Donc celui-là, il est inéluctable, on ne peut agir que sur son amplitude. Donc les émissions passées ne conduisent pas inéluctablement jusqu'à 1,5 degré. Géophysiquement, ce n'est pas impossible de contenir le réchauffement à 1,5 degré. Alors visuellement, qu'est-ce que ça donne? Vous avez mois après mois les anomalies de température par rapport au climat pré-industriel. Donc ça, c'est pas l'échelle du climat, c'est l'échelle d'un mois donné. On a déjà touché 1,5 degré il y a 2 ans. Et puis quand on regarde à l'échelle du climat, donc en moyenne sur une trentaine d'années, et qu'on le fait jusqu'à aujourd'hui, on voit qu'on est à 1 degré de réchauffement. La courbe rouge, c'est l'estimation du réchauffement dû à l'influence humaine, à 20% près. La totalité du réchauffement observé est due aux activités humaines. Pour faire un peu d'ironie, je dirais même à l'inaction humaine. Donc vous avez l'extrapolation que je mentionnais tout à l'heure. Si nous continuons à ajouter des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, nous ne suivrons pas cette courbe linéaire. Nous aurons une accélération du réchauffement. Alors, voilà des travaux théoriques, comment stabiliser, comment contenir le réchauffement à 1,5 degré, d'un point de vue du fonctionnement du climat. Par exemple, si les émissions mondiales de dioxyde de carbone atteignent le net zéro à horizon 2055, voilà, et si les autres facteurs atteignent un pic et diminuent après 2030, voilà à quoi l'évolution future pourrait ressembler. Si on agissait beaucoup plus tôt le net zéro CO2 en 2040, c'est une vue de l'esprit, mais c'est pour fixer les idées, vous voyez que le pic serait un peu plus bas. Et si on n'agissait pas sur les autres composés qui modifient le climat, le méthane, le carbone suie et les autres composés, après 2030, vous voyez que la probabilité de contenir le réchauffement en dessous de 1,5 degré serait plus faible. Donc qu'est-ce que ça implique de stabiliser le climat? Ça implique que les émissions mondiales de CO2, au lieu d'augmenter année après année, et elles continuent à augmenter très vite ces dernières années, elles doivent diminuer le plus vite possible. Donc là, c'est vraiment une représentation illustrative, avec cette droite. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui compte sur le pic de réchauffement à venir, c'est le cumul passé, présent et futur des émissions de CO2. Donc si vous voulez stabiliser le climat à n'importe quel niveau, à un moment, il faut aller vers le net zéro émission. Et plus vous tardez à agir, plus votre cumul est élevé, plus le pic de réchauffement est important. Et puis enfin, ce qui compte, c'est aussi le méthane, le carbone suie, l'oxyde nitreux, les autres gaz à effet de serre, etc. Et donc cela, on mesure leur effet net. Et il faudrait, pour avoir plus de chances de contenir le réchauffement, que leur effet net sur le climat pique le plus tôt possible. Et là, on a des effets immédiats, parce que beaucoup de ces composés ont des durées de vie plus courtes dans l'atmosphère. Voilà, donc ça c'est le point clé. Le pic de température à venir va être déterminé par le cumul des émissions nettes de CO2 et puis l'effet sur le climat des autres composés. À quoi ressemble un monde 1,5 degré ou 2 degrés plus chaud? Un monde 1,5 degré plus chaud, c'est un monde où les tendances déjà observées aujourd'hui s'accentuent. Un réchauffement moyen, en moyenne annuelle, plus élevé au-dessus des continents qu'au-dessus des océans. On a déjà 1,5 degré en France aujourd'hui, avec 1 degré en moyenne globale. C'est un réchauffement plus prononcé autour de l'Arctique. Donc une accentuation du réchauffement moyen dans toutes les régions et des différences très nettes entre un monde 1,5 degré et 2 degrés plus chaud. En ce qui concerne la répartition des pluies, les régions froides deviennent plus humides. Par contre, dans les régions de climat méditerranéen, le réchauffement climatique se traduit par un changement de la circulation atmosphérique qui conduit à une baisse des pluies. Donc des régions avec une population jeune, des régions aujourd'hui attractives, des régions où l'utilisation de l'eau est déjà tendue, chaque demi-degré va entraîner une baisse de la ressource en eau par une baisse de la précipitation, avec des différences particulièrement significatives pour le bassin méditerranéen, et les autres régions concernées sont par exemple la Californie, le Mexique, l'Amérique centrale ou l'Afrique du Sud. Donc un monde 1,5 degré et un monde 2 degrés plus chaud, ce sont des mondes où le climat moyen est différent. Mais c'est encore plus frappant pour les événements extrêmes. Si vous regardez par exemple le nombre de jours très chauds, en nombre de jours par année, vous voyez une augmentation énorme dans les régions tropicales et une différence très forte entre 1,5 degré et 2 degrés, aussi bien sur les continents que dans les océans. Ce sont ces épisodes de vagues de chaleur marine qui provoquent le blanchiment des coraux, dont la capacité d'adaptation, bien sûr, dépend de l'intensité, la durée ou la fréquence de ces épisodes très chauds.
1,5 degré de réchauffement en moyenne, c'est 3 degrés sur le pic des vagues de chaleur, sans prendre en compte l'effet d'îlot de chaleur qu'on a dans les villes. 2 degrés de réchauffement, c'est plutôt 4 degrés sur le pic des vagues de chaleur. C'est jusque 8 degrés de changement sur la température des nuits les plus froides. Alors il y a des bénéfices, moins de besoin de chauffage lorsque les pics des nuits les plus froides sont moins froids. Et en même temps, c'est ce qui conduit à des déplacements particuliers de ravageurs qui posent des grandes difficultés sur un certain nombre de cultures. Leur extension est limitée par les nuits les plus froides. Et puis enfin, un climat plus chaud, c'est aussi un climat où l'intensité des pluies torrentielles augmente de manière significative dans beaucoup de régions habitées. Je n'ai pas représenté les changements de sécheresse, mais vous comprenez bien qu'un monde plus chaud, c'est un monde où l'évapotranspiration est plus rapide. C'est un monde en fait où on augmente le risque de sécheresse très rapide et de sécheresse plus durable dans beaucoup de régions. Et on peut avoir dans la même région à la fois le risque de sécheresse et le risque d'augmentation de pluies diluviennes. Alors, je suis désolée, je n'ai pas traduit la diapo, je n'ai pas eu le temps, c'est ce qu'on a montré en fait aux délégués des différents pays. C'est une table d'un de nos chapitres qui montre à quel point on voit en fait émerger et s'intensifier des points chauds qui croisent exposition, vulnérabilité et aléas climatiques à mesure du réchauffement. En vert, c'est pour un réchauffement d'1,5 degré, en rouge, 2 degrés, pardon, en brun, et en rouge, plus de 2 degrés. Donc la disparition de la banquise à la fin de l'été sur l'Arctique, ça arriverait une année sur 10 dans un monde 2 degrés plus chaud, une année sur 100 dans un monde 1,5 degré plus chaud. Donc une disparition complète. Opportunité pour la navigation, l'exploration pour les renouvelables, risque majeur de perte d'habitat pour les espèces qui dépendent de la banquise, plutôt des bénéfices pour les pêcheries arctiques. Dans les régions terrestres arctiques, une augmentation des extrêmes froids, des changements majeurs de biome de la toundra, un dépérissement de la forêt boréale à sa limite sud et une forte dégradation du permafrost. Vous savez que la fonte du permafrost peut entraîner des rejets de gaz à effet de serre. C'est une des incertitudes majeures sur notre capacité à contenir le réchauffement pour 2 degrés ou davantage. Du côté des régions alpines, une baisse de l'enneigement, des déplacements majeurs des biomes. En Méditerranée, une augmentation forte, même à 1,5 degré, des sécheresses extrêmes, une baisse de ruissellement qui doublerait entre 1,5 degré et 2 degrés de réchauffement, et un risque qui devient très élevé même à 2 degrés de déficit en eau. En ce qui concerne les régions tropicales, une augmentation très forte des vagues de chaleur, un stress important pour le bétail, donc qui limite par exemple la production de lait ou qui peut augmenter la mortalité du bétail avec des seuils qui sont bien connus. Un risque très fort de baisse de rendement de la production de céréales comme le blé, le maïs, le riz, du fait des vagues de chaleur. Et pour 2 degrés ou plus, un risque majeur de dépérissement de certaines forêts tropicales, par exemple en Amérique du Sud. En Asie du Sud-Est, une augmentation du risque de submersion côtière dans les zones de delta, avec la montée du niveau des mers. Une augmentation de l'intensité des précipitations les plus intenses qu'on voit déjà, donc une augmentation du risque d'inondation forte et très forte à 2 degrés. Et également des effets potentiellement majeurs sur la baisse de rendement de certaines productions agricoles qui sont clés. Certaines régions sont très vulnérables, c'est le cas de l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. De nouveau, l'effet des vagues de chaleur, 40% potentiellement de baisse des zones adéquates pour la production de maïs et de sorgho, des risques majeurs de sous-nutrition entre 1,5 degré et 2 degrés. En ce qui concerne l'Afrique du Sud, comme pour la Méditerranée, des enjeux majeurs sur la disponibilité en eau, la projection d'une augmentation de la mortalité des vagues de chaleur et un risque très fort de sous-nutrition dans les zones où les personnes dépendent de l'agriculture et de l'élevage en région sèche. Alors, il me manque la dernière diapo, c'était sur les îles tropicales. Les îles tropicales, elles sont les petits états insulaires tropicaux en développement, ils sont vraiment à la croisée de nombreux risques. Donc la submersion, l'inondation, les ressources en eau, l'intensification des cyclones pour 2 degrés par rapport à 1,5 degré, la dégradation des récifs de coraux, donc ils sont vraiment à la croisée des risques. Donc vous voyez qu'en fait, un monde 1,5 degré ou un monde 2 degrés plus chaud, c'est très différent en termes d'aléas climatiques. Et quand on croise ça avec les informations de nos collègues en sciences humaines et sociales sur l'exposition et les vulnérabilités, vraiment les risques sont beaucoup moins élevés. Sur les récifs de coraux tropicaux, on estime que 70% à 90% d'entre eux seraient sévèrement dégradés à 1,5 degré et la plupart d'entre eux à 2 degrés. Sur les continents, on estime que la biodiversité terrestre et les écosystèmes qui risquent de perdre leur habitat doublent entre 1,5 degré et 2 degrés pour les insectes, les vertébrés et les plantes. Des risques beaucoup moins élevés à 1,5 degré qu'à 2 degrés pour les pêcheries, on estime sur une étude que le tonnage de pêche dans les régions tropicales pourrait être divisé par 2 entre 1,5 degré et 2 degrés, donc de nouveau des enjeux de sécurité alimentaire. Donc globalement,
Globalement, ce sont des risques moins élevés pour la sécurité humaine, par exemple pour la santé, l'alimentation et l'eau, pour l'activité et aussi pour la croissance économique, en particulier dans les régions tropicales, à 1,5 degré par rapport à 2 degrés. Les risques qui sont particulièrement élevés pour l'Arctique, les zones arides, les petits États insulaires en développement et les pays les moins avancés. 1,5 degré par rapport à 2 degrés, c'est jusqu'à plusieurs centaines de millions de personnes en moins, à la fois exposées à des risques climatiques croisés directs ou via les écosystèmes, et susceptibles de basculer dans la pauvreté. C'est un enjeu majeur de développement. Il y a une large gamme d'options d'adaptation qui sont disponibles pour réduire les risques climatiques dans chaque contexte. Évidemment, le besoin d'adaptation est moins à 1,5 degré qu'à 2 degrés. Il nous est impossible de chiffrer les dommages à 1,5 degré, de chiffrer la différence entre 1,5 degré et 2 degrés, de chiffrer le coût de l'adaptation. Il n'y a pas encore de littérature à l'échelle planétaire pour cela. Par contre, on sait que même à 1,5 degré, on va surpasser les limites d'adaptation pour certains écosystèmes et pour les sociétés humaines les plus fragiles. Alors, on le résume dans ce rapport sous forme de barre qui présente le degré de sévérité des risques qui va de indétectable en blanc à très sévère en violet pour différents types d'écosystèmes, de systèmes que nous gérons et de systèmes humains. Et vous voyez que pour les récifs tropicaux, les pêcheries tropicales, l'Arctique, les écosystèmes terrestres, le risque d'inondation côtière ou fluviale, entre 1,5 degré et 2 degrés, on passe à des risques sévères ou très sévères. Les rapports du GIEC précédents, ils résumaient ça avec les principales raisons de préoccupation vis-à-vis du climat. Pour le risque lié au système unique et menacé, les événements extrêmes, la distribution des impacts et les événements singuliers, nous avons revu à la hausse sur la base de la littérature scientifique le risque entre maintenant 1,5 degré et 2 degrés. Sur la dernière barre, on l'a revu à la hausse parce qu'on ne sait pas que les niveaux de réchauffement qui permettraient d'éviter de déstabiliser des pans de l'Antarctique qui sont potentiellement instables. On a des données qui suggèrent que même à 1,5 degré, c'est possible. Donc l'incertitude, elle est majeure sur ce sujet-là. Comment faire? Comment agir? Donc on a une base de données de plusieurs dizaines de trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre, d'usage des terres, de transition, qui nous montrent qu'il est possible de contenir le réchauffement global à 1,5 degré, et pour cela que les émissions mondiales de dioxyde de carbone devraient diminuer en gros de moitié par rapport à aujourd'hui d'ici à 2030. Pour comparaison, c'est 25% de moins pour stabiliser le réchauffement à 2 degrés. C'est la même trajectoire, mais plus vite, plus fort en agissant sur tous les secteurs pour 1,5 degré. Il faut aller vers le net zéro pour le CO2 à horizon 2050 pour stabiliser le réchauffement à 1,5 degré et 2070 pour le stabiliser à 2 degrés, largement en dessous de 2 degrés. Et enfin, réduire les émissions autres que le CO2, le méthane, les particules qui réchauffent, etc., ça a des bénéfices directs et immédiats pour la santé publique. De plus en plus d'études montrent à quel point la pollution de l'air pèse en matière de financement de santé publique et de coûts liés à la santé publique. Ça maximise les bénéfices d'agir également sur ces autres composés. Donc voilà à quoi ça ressemble. Nous avons une base de données sur le site de IASA, donc à l'aide de modèles d'évaluation économique intégrés conduits par différentes équipes dans le monde. Vous avez en bleu pâle les trajectoires qui permettent aucun dépassement de 1,5 degré ou un dépassement de moins de 1/10 de degré. Et vous avez en gris les trajectoires qui dépassent jusqu'à 0,3 degré au-dessus de 1,5 degré avant d'y revenir, d'ici à 2100. Vous voyez que dans tous les cas, il faut que les émissions elles piquent le plus vite possible, qu'elles diminuent très régulièrement, et dans beaucoup de cas, aller vers des émissions qui soient nettes négatives dans la deuxième moitié de ce siècle. Plus on tarde à agir, nous, plus ça veut dire que les cumuls d'émissions augmentent. Ça veut dire que les suivants ils doivent agir plus vite, plus fort, et qu'ils doivent déployer des émissions négatives à plus grande échelle à l'avenir. Ça pose des questions morales profondes. Bon, il faut aussi des réductions, bien sûr, très fortes sur les émissions de méthane ou de carbone suie pour parvenir à contenir le réchauffement à 1,5 degré. Sur l'oxyde nitreux, ça dépend vraiment de l'utilisation de la biomasse, puisque c'est lié à l'utilisation d'engrais azotés dans le secteur agricole. Plus vous faites appel à l'énergie de la biomasse, par exemple, plus vous allez avoir une moindre baisse des émissions d'oxyde nitreux dans certains scénarios. Donc, notre rapport conclut que limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré, ça n'est pas géophysiquement infaisable, mais ça demanderait des transitions rapides, de grande envergure, à une échelle sans précédent. Pourquoi on parle de transition? Parce que c'est penser à la fois l'adaptation et la résilience à un climat qui change, à l'échelle des grands systèmes, et la transition vers le zéro émission de CO2. Ces grands systèmes, ce n'est pas uniquement l'énergie, c'est aussi l'usage des terres, l'agriculture et l'alimentation, les villes et l'aménagement du territoire, l'industrie et les infrastructures. Pour cela, il y a une très large palette de technologies, il y a beaucoup d'options qui sont possibles, mais il y a également la nécessité d'avoir des changements de comportement, sinon 1,5 degré, c'est impossible.
Ça demande, on voit en fait des changements disruptifs dans le monde, par exemple sur le prix de l'électricité produite en photovoltaïque ou en éolien et les capacités de stockage d'électricité. Il faudrait des ruptures comparables pour l'électrification des transports et pour aller vers des bâtiments qui soient sobres en carbone depuis leur construction jusqu'à leur fonctionnement. Les conditions sine qua non, c'est sortir du charbon le plus vite possible. Ça veut dire arrêter d'investir dans le charbon hier. Ça veut dire zéro électricité produite à base de charbon. Et pourquoi? Parce qu'en fait, le charbon avec captage et stockage, c'est beaucoup plus cher que les alternatives. Augmentation des investissements vers les options bas carbone et l'efficacité énergétique, fois 5 à 6 d'ici à 2050, et une baisse d'environ un quart des investissements vers le secteur des énergies fossiles à horizon 2030. Et dans le monde à horizon 2050, dans le monde, il y a un vrai besoin de donner l'accès à l'énergie à une part immense de la population qui n'a pas accès. Donc si on prend en compte cet accès à l'énergie qui croît, en particulier dans les pays en développement, 50 à 85% de l'électricité issue de renouvelables dans le monde à horizon 2050. Dans beaucoup de trajectoires, on a besoin de recourir à des solutions pour éliminer le CO2 de l'atmosphère. C'est utilisé pour compenser des émissions résiduelles dans des secteurs difficiles à décarboner ou les émissions d'autres gaz à effet de serre et atteindre des émissions nettes négatives. Si on dépasse 1,5 degré, la seule possibilité pour y revenir, c'est le recours à des émissions négatives. Certaines options, elles présentent beaucoup d'avantages. La forestation en prenant en compte la diversité biologique, la restauration d'écosystèmes dégradés, des pratiques agricoles qui améliorent le contenu en carbone dans les sols. Mais il y a des options très risquées à grande échelle. Le recours à grande échelle à la bioénergie avec captage et stockage. Nous avons l'expérience des agrocarburants et de l'huile de palme. Nous savons à quel point ça peut peser en termes d'implication pour les droits humains par l'accaparement de terre, la sécurité alimentaire, la sécurité en eau et la biodiversité si ça n'est pas très sérieusement encadré et gouverné. Alors typiquement, nous avons donné l'exemple de 4 trajectoires possibles parmi des dizaines. La première trajectoire, c'est une trajectoire d'efficacité énergétique maximum, de sobriété, maîtrise de la demande partout, demande en énergie, demande en matériaux et demande alimentaire, un recours minimum aux protéines animales dans les régimes alimentaires. C'est la seule trajectoire en fait, qui permet d'éviter le recours à grande échelle à la bioénergie avec captage et stockage. Nous avons une trajectoire de développement soutenable, T2, où en fait les pratiques de consommation changent vers des pratiques de consommation durable. Et vous voyez que dans ce cas-là, le recours à la bioénergie avec captage et stockage est limité. En fait, on a des systèmes alimentaires, des systèmes énergétiques qui sont plus réduits, plus faciles à transformer. Ça, le P3, c'est la poursuite de la trajectoire actuelle. Le P4, c'est une augmentation de la démographie et une augmentation du consumérisme. Et donc, on n'agit pas sur la demande, on agit que sur l'offre dans le monde. Et ça veut dire plus d'émissions à court terme et des émissions négatives qui sont en dehors de la gamme de soutenabilité de ce qu'on connaît en termes d'usage durable des terres. Les engagements actuels des pays à horizon 2025-2030, dans le cadre de l'accord de Paris, ne sont pas du tout suffisants pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degré ou 2 degrés. On est sur une trajectoire de 3 degrés ou plus avec l'ambition actuelle. Espérons qu'on aura des nouvelles positives d'ici 2020. Et enfin, pour éviter de dépasser 1,5 degré de réchauffement global, c'est-à-dire avoir un overshoot, un dépassement, les risques associés de pertes irréversibles d'écosystèmes et de faire craquer les sociétés humaines les plus fragiles, les émissions de dioxyde de carbone mondial devraient diminuer de manière très substantielle avant 2030. C'est notre responsabilité, c'est la responsabilité de notre génération. Et enfin, l'enjeu majeur, c'est l'intégration avec les dimensions sociales et environnementales du développement durable et économique. Donc notre rapport il est très approfondi sur la question de transition éthique, équitable et juste. Sur chacun des grands systèmes, sur les transitions de systèmes, on regarde 6 dimensions de faisabilité. Il y en a 2 qui sont essentielles, c'est la dimension socio-culturelle et c'est la dimension institutionnelle. Une transition équitable et juste, c'est une transition où on regarde en premier qui va être le plus vulnérable aux conséquences du réchauffement, qui va être en premier le plus vulnérable aux choix politiques et aux options mises en œuvre, et en mettant une attention particulièrement sur ces personnes, ces communautés, ces types d'emplois, ces catégories socio-professionnelles les plus exposées aux conséquences, en ayant des mesures compensatoires, des mesures de protection, on peut construire des trajectoires de développement qui soient résilientes par rapport au changement climatique et qui aillent vers le zéro carbone. Chaque choix, chaque transition peut amener des synergies ou des compromis avec les autres objectifs du développement durable et c'est important de le regarder. C'est un bon guide en fait, les objectifs du développement durable pour regarder ces intersections. Et on montre que dans chaque contexte, pour chaque communauté, pour chaque pays, c'est possible en fait de construire un ensemble intelligent de mesures d'adaptation et d'atténuation pour maximiser les synergies et minimiser le risque de compromis. Mais clairement, les bénéfices les plus larges, ils sont identifiés pour les trajectoires qui agissent sur la demande.
Donc la sobriété en énergie, la sobriété en matériaux non renouvelables et une alimentation bas carbone. Et les conditions clés de réussite de faisabilité, c'est la coopération à tous les niveaux, à toutes les échelles, la gouvernance, l'innovation, la mobilisation de la finance, et je vais ajouter l'éducation, et demain je publie une tribune pour appeler à ce que la réforme des programmes de lycée prenne en compte à la hauteur des enjeux la nécessité de former les jeunes générations à la transition pour le climat et à la protection de la biodiversité. Dans le volume scolaire collège et lycée, savez-vous combien d'heures sont consacrées à ces enjeux? Ça se compte sur les deux mains. C'est ridicule. Donc je résume notre rapport. Chaque demi-degré compte, chaque année compte et chaque choix compte. Ça, c'est mon résumé pour citoyens. Je pense que tout le monde peut le comprendre à tous les âges. Le rapport est entièrement en ligne. Les chapitres qui ont le plus bénéficié de l'apport des chercheurs en sciences humaines et sociales sont le premier, sont le troisième sur l'impact croisé d'analyse de risque, le quatrième et puis le cinquième sur le développement durable. Et nous rendrons l'année prochaine 2 rapports supplémentaires, je vais en dire un mot, je ne vais pas revenir en arrière. C'est pas grave, nous rendrons l'an prochain, en août, un rapport sur le changement climatique et l'usage des terres. Donc là, ça va être le climat dans mon assiette et le climat dans les systèmes agricoles et alimentaires, avec les intersections biodiversité et désertification. Et en septembre, un rapport sur le changement climatique, les océans et les glaces, la cryosphère, très pertinent pour la France. Ça va toucher aux hautes montagnes, aux régions polaires, on est un peu présent. Et enfin, au littoral, avec la conséquence de la montée du niveau des mers, et au changement dans les océans des écosystèmes marins pour les communautés humaines qui en dépendent. Et on a besoin de rendre plus visible l'enjeu océan dans toute la réflexion sur les politiques climatiques. Je vous remercie. Merci beaucoup.